Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 25 avril 2023. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver parce que nous avons un mouvement intéressant sur lequel nous allons parler, l'échec sous la résistance des 30 000 $ sur le cours du Bitcoin et bien sûr les bears qui reprennent espoir. Les bears qui reprennent espoir, c'était leur dernière chance chartiste, les 30 000 $, la ligne de coup du gros double top à 70 000 $. Alors sur le contrat futur Bitcoin, le gap haussier dont le marché était sorti par le haut, bien finalement les cours sont revenus à l'intérieur, c'était un mini bull trap. Une clôture hebdomadaire qui est moyenne, hein, c'est même une sorte d'avalement baissier. Et forcément, voilà, la question à laquelle je vais essayer de répondre ici avec vous, avec grand plaisir, à savoir, est-ce que cet échec sous 30 000 $, qui redonne l'envie de se lever au permabère, cet échec est-il la fin du rebond annuel? Car il est vrai que depuis le début de l'année, la performance du Bitcoin, elle est d'ailleurs encore intéressante. Elle dépassait même largement celle du Nasdaq. Est-ce que ce repli, ce mouvement de retour, s'inscrit-il encore dans la reprise haussière annuelle? Que dit l'analyse technique? Vous savez, on peut toujours trouver des données fondamentales qui expliquent ce rejet. Mais techniquement parlant, on va reprendre tout de la genèse du rebond en novembre dernier. Ce ne sera pas trop long, rassurez-vous. À l'échec sous ces 30 000 $, peut-être un échec provisoire, vous allez voir qu'il y avait un surachat technique. Voilà, donc est-ce qu'un éventuel retour à 25 000 $, est-ce que ça peut encore s'inscrire dans la reprise annuelle? Moi, j'estime que c'est le niveau à ne pas rompre pour ne pas invalider la construction haussière du rebond annuel. Et maintenant, ils ont bien sûr les bears l'argument du sell in May and go away, alors qui au passage d'ailleurs concerne le marché action. Mais que va-t-il se passer ce début du mois de mai? Alors moi d'ailleurs je ne le saurais pas, vous avez remarqué, j'ai mis mon tout nouveau petit polo bleu clair, c'est mon polo de vacances, je suis déjà prêt à partir en vacances, je m'offre un petit week-end prolongé, super prolongé, oui il y a lundi 1er mai, et je vais poursuivre jusqu'au 3 mai, donc j'aurai le plaisir de vous retrouver le mardi 9 mai, complètement régénéré, avec un esprit capable de vous dire où ira le Bitcoin au mois de mai. Mais donc le sell in May and go away, d'ailleurs laissez-moi me concentrer, je vais vous faire apparaître la performance moyenne de Bitcoin et Ethereum chaque mois de mai depuis leur création, depuis 2009 pour BTC, depuis 2016 pour Ethereum. Attendez. Voilà, normalement là vous avez sous les yeux la performance, les performances mois par mois. Alors je peux, regardez les chiffres. Vous avez des mois parfois hyper baissiers, hyper haussiers. Vous avez la performance moyenne en bas, oui, elle est globalement haussière, mais vous savez, ces statistiques de la saisonnalité, on s'en fiche. On s'en fiche. C'est pas parce que la performance moyenne est positive que le mois de mai sera aussi. Non, on va regarder vraiment les éléments techniques, jusqu'où le marché peut retracer pour envisager encore une reprise. Et puis, y a-t-il encore une lueur d'espoir sur le plan des fondamentaux? On attaque. Alors, chers amis, c'est parti. Écoutez, on se fait ça directement et proprement. L'échec sous 30 000 $ a d'abord des raisons chartistes. Alors, on va reprendre les choses depuis le... On va comprendre, vous allez voir, je vais même vous proposer un petit parallèle avec ce qui s'était passé à l'été 2020. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir un bull run comme ça n'a rien à voir. C'était le bull run post-Covid, les taux d'intérêt à zéro. Vous voulez que je vous fasse peur, que je vous montre où en sont les taux d'intérêt, mais vous suivez ça comme moi, donc on compare pas, on s'en fiche de ça. On regarde ce qui s'est passé ici. Alors déjà, revenons sur la genèse du rebond. Tout a commencé, ça a été dans le sillage ici du décrochage de l'affaire FTX, avec une situation de divergence haussière. Le creux, le nouveau plus bas ici de l'affaire FTX, qui d'ailleurs au passage venait retracer 50% de toute la phase haussière du Covid, était en situation de divergence. Alors voilà, on peut en trouver dans le passé d'autres exemples. Très bien. Alors ensuite, on a eu quelque chose d'hyper classique. Le prix a validé. Pour moi, le point de départ du rebond, c'était le dépassement des 20 000 $. La réintégration de l'ancien record historique et l'activation de la divergence. On avait vraiment le parallèle avec ici 2019. Le RSI, on va prendre l'exemple du RSI pour représenter le momentum, a dépassé 50, a fait son petit range au-dessus de 50, ici il avait fait une petite pause et a continué de pousser. Sauf qu'ici, regardez exactement dans quelle situation nous sommes. Nous sommes, je pense, dans une situation similaire à celle de août 2020, où on avait, alors pour certains ici, c'est une structure en épaule, tête, épaule inversée. Bon, il y a peut-être une pattern, alors d'autres la voient aussi encore ici, ou un V-bottom, peu importe. Ici à l'époque, regardez, le marché avait dépassé la ligne de coup, avait atteint sur l'indicateur technique RSI le niveau des 70, touchait à 70 et un mouvement de retour sur la ligne de coup avant de prendre 3-4 semaines et de repartir. Après là, c'était le Covid, donc on ne va pas comparer. Mais sur le plan du momentum, voilà. Lorsque le cours du Bitcoin s'est présenté au contact des 30 000 $,
il n'est pas entré, il a atteint la limite de la zone de surachat selon l'indicateur technique RSI. Ce que je veux dire par là, c'est que à la question de savoir est-ce que les chèques sous 30 000 $ alors autorise encore le scénario haussier annuel, je veux dire, tant que le marché préserve la construction technique haussière, c'est-à-dire en fait tant qu'il se maintient au-dessus des 25 000 $, mouvement de retour, sur le plan des graphiques de moyen long terme, il y a la place pour revenir à 25 000 $. Par contre, là, ce sera le niveau à impérativement préserver pour espérer davantage de hausse. Donc ça, c'est la première chose. Alors par contre, il est vrai que, faisons face à la réalité, il y a eu un petit piège haussier ici lors de la clôture hebdomadaire de la semaine du 10 avril, qui était le dépassement des 28 800 $, et ça a été repris à la faveur de cette structure qui n'est pas un avalement baissier, parce qu'on n'a pas ouvert au-dessus du corps, mais qui est quand même une bougie qui est moche. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que pour le moment, le repli s'inscrit dans une construction technique et elle a de simples prises de profit suite à une situation de proche surachat technique. Alors, je continue sur les graphiques. Je vous l'ai dit, là, on enchaîne directement sur les charts. Hein, on ne fait pas de blabla ou moins que d'habitude. Je vous remontre ici donc le cours du Bitcoin avec les bougies, avec les cours de, avec les données en données hebdomadaires. Décidément, qu'est-ce que je me répète ce matin? J'ai vraiment besoin de vacances. Mais cette fois-ci en cours de clôture. Bien voilà, le marché, d'ailleurs on voit que là, le repli actuel n'est pas très impressionnant en cours de clôture hebdo. Qu'est-ce qu'on a touché? Voilà, on le voit ici différemment, la ligne de coup, cours de clôture du double top. Un top, le top d'avril 2021, le top de novembre 2021, la ligne de coup, voilà, c'est le cours. Vous savez, regarde les bougies japonaises comme moi. Bon, la mèche basse était ici, à 28 800 $, et le cours de clôture est ici. Le plus bas, c'était donc les 31 700. Voilà. Donc c'est sous cette zone sous laquelle on échoue, mais d'un point de vue technique, je veux dire, c'est pas non plus hyper surprenant. Donc voilà où nous en sommes actuellement. Maintenant, pour moi, et je vais aller plus en détail, il faut impérativement tenir maintenant les 25 000 $. Zone d'ailleurs où passe la moyenne mobile à 200 semaines, zone où vont arriver un certain nombre de moyennes mobiles, vous avez ici la 21 semaines ou la 50, je refais le parallèle ici avec août 2020, attention encore une fois je fais le parallèle sur le mouvement de correction, toute cette phase-là on l'oublie, c'était celle des taux zéro, des injections monétaires, on l'oublie, ça ne se reproduira plus jamais comme ça, même le prochain bull run, il ne sera pas aussi vertical. Donc voilà, de la même façon, comment comprendre le repli depuis une semaine, cette fameuse ligne de coup du double top en cours de clôture, vous la retrouvez ici sur le ratio Bitcoin S&P 500. Et on a même eu une toute petite diff baissière sur le RSI. Donc, ça reste dans les cordes sur le plan technique. Et si je regarde la capitalisation boursière totale crypto, eh bien, là aussi, on échoue, pareil, sous la ligne de coup cours de clôture du double top. Enfin, on échoue. En tout cas, ce sont des phases de prise de profit. Phase de prise de profit, après quoi? Après ce que vous avez sous les yeux, la performance. J'enlève la petite caméra pour que vous puissiez voir toutes les datas. La performance des actifs depuis le début de l'année. Alors oui, sell in May and go away, ok, très bien. Mais en tout cas, voilà, BTC reste quand même encore leader. Et d'ailleurs, on peut toujours faire, il y a toujours un parallèle de mouvement, je trouve, avec l'action Tesla. Au passage, cette semaine, vous avez tous les résultats des GAFAM. Alors, nous ne sommes pas encore, on verra bien, j'espère qu'on ne le sera pas, mais nous ne sommes pas en situation de décrochage tant que le schéma du marché crypto ne se traduit pas par de l'aversion au risque générale, c'est-à-dire des flux qui quitteraient les alts pour massivement se diriger vers le BTC. Et pour cela, vous savez que je surveille la résistance technique du canal de la dominance ici du Bitcoin. Voilà, alors on est en dessous, on peut encore casser à la hausse, mais voilà, tant qu'on ne casse pas à la hausse, il n'y a pas un mouvement de repli, il n'y a pas un dégagement des alts vers le BTC tant qu'on ne dépasse pas cette résistance. C'est pour ça que pour le moment, tant qu'on reste au-dessus des 25K, tant qu'on ne casse pas cette résistance, il n'y a pas de risque de revenir à 12K. Ce serait différent si bien sûr on brisait 25 et si la dominance explosait par le haut ce range chartiste. Alors, bon, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu un ordre, le point de départ de la correction, je vais reprendre ici. Le point de départ, je vais maintenant venir plus en détail sur le cours du BTC. Le point de départ de la correction, ça avait été sur les séances ici du 19 et du 20.
Là, je suis sur le contrat futur. Alors, vous notez qu'on est revenu dans le gap. Mais attendez, je vais être plus précis sur le cours du Bitcoin et je vais être plus précis maintenant sur l'aspect fractal, voir jusqu'où ça peut s'inscrire encore dans une construction haussière. Et on le voit bien, il s'agit d'une prise de profit sur une grosse position à terme. Et vous en avez ici l'illustration en prenant la courbe de l'open interest global du marché crypto. On voit donc un fort repli. Voilà, donc certains se sont dit, je pense, après avoir atteint une telle résistance, une telle performance annuelle, c'est le moment de prendre des profits parce que le contexte fondamental reste compliqué. Maintenant, le retour sur 25 000 $ en cours ou éventuel, enfin, voilà, je ne sais pas si on ira, hein, mais imaginons, est-ce qu'il préserve la construction haussière de l'année? Alors sur le plan fractal, c'est en fait le niveau sous lequel il ne faut pas revenir, au moins sur la base d'une clôture hebdo. Bon, là vous retrouvez le fameux surachat technique du RSI, mais c'est pas ça ici le sujet. Alors, on va faire une hypothèse. On a eu la première jambe de rebond, ici en données hebdomadaires, sur le cours du Bitcoin avant le choc bancaire, la vague 2 du choc bancaire. Alors maintenant, l'incertitude, elle est là. Soit le marché a déjà fait sa vague 3, elle s'est terminée ici, et nous sommes entrés dans un retracement de 4. Jamais le creux d'une 4 n'enfonce le sommet d'une 1, donc c'est les 25 000, 25 200 $, le retracement maximal. Soit nous sommes encore en train de construire la 3, et là nous aurions fait la 1 de la 3, et nous serions la 2 de la 3. Bon, oubliez tout ça, ABCD, EFGH, IJKL, 1, 2, 3, 4, 5, on ne sait pas quoi, peu importe. Au final, ce qu'il faut retenir, je prends ici le premier mouvement de hausse, qui s'est terminé ici. Il s'est terminé au 25K. Alors notez que la vague 2, celle de la crise bancaire, a retracé 50%. Oui, je vous l'avais dit cette semaine, c'est chiant, mais on regarde les choses plus en détail, a retracé 50%. Maintenant, voilà, on a la phase de poussée post-choc bancaire. Le retracement actuel, au contact des 30K qu'on vient de voir, pour l'instant, reste dans les normes du retracement. Je prends cette vague de hausse qui peut être une 3, et j'y applique un retracement de Fibo. Imaginons qu'on retrace entre 38,2 et 50%, ça nous ramène vers les 25, ça peut encore s'inscrire dans la construction haussière. En fait, c'était ça que je voulais vous montrer, c'est qu'un retour sur 25K, c'est la limite max pour rester inscrit dans cette phase haussière. Et d'ailleurs, maintenant, je me tourne vers le contrat futur BTC, et il y a eu quand même un piège technique, c'est-à-dire qu'on était sorti par le haut du gap ici, et on est revenu à l'intérieur. Notez d'ailleurs qu'on stabilise dans la partie basse de l'ancien gap, mais là aussi, on voit que le marché peut tout à fait poursuivre son retracement, et c'est là où vraiment on aura un moment de vérité, si on y va. C'est ça que je voulais vous dire, ça peut encore s'inscrire dans cette phase haussière. Et je voulais revenir sur le Bitcoin All-Time History Index et lui mettre un peu d'Ishimoku, voilà, pour vous montrer que, et je passe en plein écran, voilà, on commence déjà à plus rien voir, mais j'enlève ça, et voilà. Voilà, là aussi, notez que c'est intéressant, c'est que la partie basse du nuage hebdo, elle est aussi à 25K, donc il y a tout. Et d'ailleurs, on a beaucoup, tout à l'heure, j'ai beaucoup tiradé, j'invente un verbe, sur les 30K, la résistance, mais regardez aussi, ça a été hyper propre, la Lightning Span qui est venue taper la Kijun. Donc là aussi, il y a des sources techniques au retracement actuel. Voilà. Donc, voilà où nous en sommes sur ce marché. Alors maintenant, j'insiste, et là, c'est très important. Attention, cette semaine, nouvelle clôture technique mensuelle. J'aimerais qu'elle soit bonne. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, j'aimerais qu'elle soit bonne. Je vais vous montrer l'Ishimoku en données mensuelles sur le graphique mensuel. Cette semaine, vous avez la mise à jour de l'inflation US vendredi. L'indice des prix PCE. Vous savez, aux États-Unis, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, le CPI et le PCE. Le PCE, c'est celui qui est suivi par la Fed. Actuellement à 5%, le consensus est entre 4,1 et 4,5. Il est impératif que cette inflation continue de reculer. D'ailleurs, il y a une lueur d'espoir. Je vais vous montrer les anticipations d'inflation et le reste baissière, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce chiffre de l'inflation de vendredi tombe 2 jours avant la clôture mensuelle. Il va créer la clôture mensuelle. Ce chiffre de l'inflation vendredi va créer la clôture mensuelle. Ce chiffre de l'inflation vendredi va créer la clôture mensuelle. Il faut que nous soyons bien servis par un chiffre tout en bas. Pourquoi ? Parce qu'une clôture mensuelle qui se ferait sur les 25-26, il y aura un petit côté moche, je vous montre pourquoi. Enfin, encore une fois, c'est mon interprétation. Alors, vous avez le graphique ici qui expose les bougies japonaises en données mensuelles. Voilà pourquoi. Une clôture, si je prends par exemple l'indicateur technique RSI qui m'est cher, vous le savez, une clôture vers les 25-26, voilà, regardez, on a un échec au dépassement des 50. Peut-être provisoire, mais
Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Alors que si le marché avait l'envie de clôturer la semaine à 30, imaginons après une inflation vendredi en chute libre, allons déposer un cierge. Bon, et on aurait quelque chose de plus similaire à ça, qui était les débuts de phase d'accélération. Du côté du LMACD, ça reste propre, mais encore une fois, on n'a pas croisé la ligne de zéro. Mais je vais revenir sur l'action des prix. Regardez en Nishimoku pour ceux qui s'y intéressent. Ça, c'est pas bon. Alors, jusqu'à présent, on arrivait à s'inscrire dans le nuage mensuel. Vous voyez que si on clôture vers les 30, on reste à l'intérieur. Et idéalement, on arrivera à se maintenir et et on tient le coup jusqu'au halving et bull run. Mais là, si on clôture en bas, si on clôture sous les 25, 27, 26, on sort par le bas. Et là, la Kingspan, elle croise la Kijun et ça, c'est pas bon du tout. Voilà pourquoi. Oh, qu'est-ce que je fais là? Voilà pourquoi cette clôture mensuelle sera réimportante. Alors, y a-t-il le fameux Sell in May and Go Away, tout à l'heure je vous ai montré les chiffres, je vous les ai fait apparaître mentalement, là je vous les fais apparaître en cliquant. Bon, voilà, je voulais éluder le sujet, parce que voilà, je vais peut-être mettre sur la miniature de la vidéo Sell in May, histoire de faire des clics, mais bon, enfin on s'en fiche. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on peut trouver sur Ethereum, Bitcoin, des mois de mai super bullish, des mois de mai, non, oui, la performance moyenne est haussière, mais ça on s'en fiche un peu. Y a-t-il une lueur d'espoir sur le plan fondamental? La seule lueur d'espoir, elle est du côté des fondamentaux. Et encore une fois, je me tourne vers l'inflation US, parce qu'elle dirige la politique monétaire de la Fed, et la Fed fait tout, c'est comme ça. Peut-être que dans 10 ou 15 ans, ce sera la Chine qui fera tout. Je sais que l'Asie compte de plus en plus, mais je reste encore persuadé que ce sont les fondamentaux états-uniens qui vont guider la tendance de fond de notre ami BTC. Cette semaine, c'est la mise à jour du PCE. Alors, c'est la courbe en verte ici, qui est attendue encore en repli. La lueur d'espoir, c'est que ça baisse encore. Alors, je vous montre Trueflation, je vous ai déjà parlé de cette application qui est superbe, qui vous donne l'inflation en temps réel aux États-Unis, et ben on a de la chance, elle fait un nouveau plus bas annuel. Nouveau plus bas annuel, pourquoi? Parce que, alors, le transport a remonté, c'est parce qu'il y a eu un rebond du prix du pétrole, ça d'accord, mais regardez, alimentation, boisson, on est sur les plus bas. Immobilier, nouveau plus bas de l'inflation immobilière. Utilities tout en bas. La santé, nouveau plus bas. Hormis la reprise du prix du pétrole, toutes les autres composantes poursuivent leur tendance baissière. Là, je voulais vous servir une lueur d'espoir sur le plan fondamental. Une lueur d'espoir sur le plan fondamental. Et pour terminer sur cette lueur d'espoir sur le plan fondamental, bon, on a un nouveau plus bas du dollar américain face à un panier de devises. Hein. Vous avez ici les bougies japonaises, le cours de clôture du dollar US. Regardez le rebond récent du taux d'intérêt à 2 ans pour les États-Unis, qui va représenter l'environnement des taux d'intérêt aux États-Unis, peut-être est en train d'échouer sous résistance. Là, j'essaie de trouver des choses qui permettent d'espérer. En fait, qui permettraient de donner de la force au support des 25 000 $. Et là, on voit bien, alors oui, il y a eu un mini bull trap, hein, on voit sur le cours du Bitcoin en hebdo, il y a eu un mini bull trap, voilà, donc, bon, on voit les 25 000, on les voit, et on comprend tous qu'il faut que ça se reprenne là, sinon, mais écoute, sinon ceux qui attendaient les 12, ils les auront peut-être, mais bon. Voilà, BTC, ETH et FTM, on va finir sur eux, parce que globalement, il y a un alignement un peu partout. Alors, je vais enlever ça, parce que là, on voit vraiment rien du tout, pour le ETH. Alors, ce qui est intéressant sur ETH, je voulais vous montrer le contrat futur. Voilà, ce qui est intéressant sur ETH, un graphique un peu épuré, là. C'est intéressant, c'est que, alors là on a un avalement baissier qui est pas exceptionnel, et le marché l'a fait après avoir atteint les 2160 $, qui était ce niveau. Voilà, vraiment pile poil le niveau horizontal sur ETH. Bon, voilà, on se dit que le marché peut se corriger en direction des 1700 $. Je dirais que c'est le niveau, voilà, c'est l'équivalent des 25 000 $ de BTC. Ben pour ETH, c'est les 1700 $. C'était ici le plus bas de l'été 2021. C'est là où le marché... c'est vraiment la traduction des 25K. Donc, pareil, c'est, je pense, le niveau à absolument ne pas enfoncer pour préserver la reprise, sous peine de menacer la reprise annuelle. Et ça va aussi correspondre à la partie basse du nuage. Donc, il y a quand même énormément de points communs. Lorsque je regarde... Alors, le Binance Coin, il tient un peu mieux. Et je trouvais ça marrant, l'appareil graphique épuré des niveaux de chartistes. J'aime bien, moi, jouer entre les cours de clôture et les mèches. Et alors donc, on a échoué sous le cours de clôture, ici, de cette phase de décrochage du printemps 2022, mais on essaye de tenir la partie basse, en mèche basse, ici,
qui fait support, ce qui nous donne une espèce de range entre 323 dollars et 360 dollars. Avec le système Ichimoku, bon, on voit qu'on est toujours dans le nuage, donc c'est neutre en hebdo. Bon, par contre, en journalier, la déception, c'est que nous avions ici cette ligne de tendance 1 point, 2 points, j'existe, je prolonge. Elle avait été dépassée, il y a eu un bull trap, il y a eu un piège technique. Et donc revoilà le marché sous les 337 dollars. À nouveau, donc une résistance. Je sais pas, on a quelque chose de neutre là entre les 300 et les 337. Voilà, bon, c'est tout ce que je peux dire. Alors sur FTM, il y a alors c'est le jeton à pousser, ok, très bien. Là, à gauche en hebdo avec une échelle logarithmique, à droite en données journalières, on a ici une première phase de poussée. Le marché semble vouloir la retracer à plat. Sur le plan technique, je pense que le niveau à tenir, c'est ce niveau des 0,3874. J'y mets ici le système Ichimoku en hebdo. Ce que j'aime bien en mettant Ichimoku, c'est qu'on a à la fois à côté les bougies japonaises et le cours de clôture, puisque vous savez que la ligne noire ici, qui a la lagging span, en fait, c'est le marché actuel translaté dans le passé en cours de clôture. On voit bien l'impulsion et on voit bien cette espèce de phase latérale qui pourrait être une phase latérale avant de pousser davantage. Bon, là encore une fois, il faut tenir la partie basse. Donc c'est la zone ici de support sur laquelle on est. Sinon le marché retracera davantage. Donc les 0,3874, ça tient très bien, on se reprend, il y a encore la possibilité qu'on ait une phase de range avant de repartir, on la casse, on retracera jusqu'à 0,3150, et là ce sera plus complexe. J'aimerais pas, honnêtement il faut tenir les 0,38, même sur le plan du momentum, sinon la situation technique va être plus complexe. J'aime bien ce mot plus complexe, ça veut rien dire, ça veut dire plus corrective. Et en données journalières, il y a eu cette première phase de poussée jusqu'en février. On a retracé à hauteur de 50%, donc c'était bien parti pour repartir pour une troisième jambe de hausse. Et là, le marché se met à plat. Et le niveau que je viens de vous montrer correspond donc au ratio des 38,2. Donc là, c'est la zone sur laquelle il faudrait que le marché se reprenne pour avoir davantage de hausse. Mais bon, de toute façon, tout ça sera lié à l'évolution et à la suite de l'évolution du cours du Bitcoin. Voilà, chers amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire en attendant le fameux sell in May and go away, en attendant l'inflation US et en attendant que le marché décide. Voilà, donc écoutez, moi je m'absente, alors pas très très longtemps, et je vous retrouverai le mardi 9 mai en forme avec, j'espère, un support à 25 000 $ qui aura relancé le marché. Merci à toutes et à tous, passez une excellente semaine et à très bientôt.